En titre ce soir, les admis au diplôme d'études fondamentales DEF connaissent désormais leur établissement pour le compte de l'année académique 2023-2024. Contrairement aux années antérieures, plusieurs écoles privées n'accueilleront pas de boursiers de l'État cette année. Quels sont les acquis et l'héritage de l'AEM 33 ans après sa création? Une réflexion a été lancée sur le sujet cette semaine. Les détails dans un instant. Enfin, en culture, le Sigui du pays d'Ogon est désormais inscrit au patrimoine culturel national. Retour sur ce rite. Madame, Monsieur, bonsoir. 56 milliards de francs CFA, c'est le montant d'atteinte aux deniers publics au détriment de l'État dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel, d'après les estimations provisoires de la Cour suprême s'exprimant ce 27 octobre sur le dossier avion présidentiel et équipement militaire et sur l'affaire Paramount. Le procureur de la Cour suprême, Mamadou Timo, a indiqué qu'il y a une atteinte aux biens publics au détriment de l'État d'un montant de 3 milliards de francs CFA en ce qui concerne le dossier Paramount. Sans transition, industrialisation pour un accès facile aux médicaments, c'est le thème de la deuxième édition du Salon international de la santé prévu du 11 au 19 novembre prochain. Pharmaciens, médecins, laboratoires pharmaceutiques, acteurs de la recherche scientifique et bien d'autres acteurs se retrouveront à Bamako pour débattre des enjeux et des perspectives en santé. Paulia Pinguessan nous en parle. La deuxième édition du Salon international de la santé, Kenaya Expo, plus grand événement du secteur de la santé au Mali, qui aura lieu au parc d'exposition de Bamako, vise des objectifs bien spécifiques. Pour les objectifs que nous visons aujourd'hui, nous sommes en train de parler de souveraineté nationale. Il est difficile pour un pays de parler de souveraineté nationale si on n'a pas la souveraineté dans le domaine de la santé. Donc nous nous sommes dit alors pourquoi ne pas développer l'industrie pharmaceutique au Mali, parce que cela demeure en tout cas un défi national. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous saluons la volonté du gouvernement du Mali de pouvoir réouvrir l'usine malienne de produits pharmaceutiques qui a été un fleuron dans le domaine à l'époque. Ce salon est destiné aux producteurs industriels, spécialistes et experts de la pharmacie, la médecine, la parapharmacie et la santé a pour objectif la mise en contact de différentes sociétés de pays participants à travers l'échange d'expertise et du savoir-faire dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Nous avons d'ailleurs pris le thème majeur qui est l'industrialisation pour un accès facile aux médicaments. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'objectif principal, c'est que la population lambda puisse avoir le médicament, les bons médicaments au bon prix et au bon moment, au bon endroit. Parce que vous voyez souvent que les produits tombent en rupture tout simplement parce que le renouvellement des autorisations de mise sur le marché, ce qu'on appelle le visa dure 5 ans. Et souvent le renouvellement ou bien tout simplement la demande de ces visas, ça prend du temps. Donc nous voudrions nous mettre dans une certaine moule que l'UEMOA a définie, c'est-à-dire transformer nos directions de pharmacie et de médicaments en agences pour faciliter le traitement des dossiers, pour accélérer le rythme de traitement de ces dossiers. Ce salon qui vise à accueillir plus de 3000 visiteurs ainsi que 200 exposants du secteur pharmaceutique et sanitaire concerne tous les ordres de la santé. On a l'habitude de voir des salons organisés par une corporation. Par exemple, les pharmaciens organisent leurs salons, les médecins organisent leurs salons, les infirmiers font autant, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes. Mais cette fois-ci, on a voulu regrouper tout le monde. Et tout le monde se retrouve au sein d'un comité national de pilotage qui a été mis sur pied pour que vraiment tous les acteurs de la santé puissent se retrouver, parler le même langage, confronter les mêmes difficultés, les mêmes défis pour pouvoir aller de l'avant et proposer des solutions concrètes. L'Algérie est le pays invité d'honneur de cette deuxième édition pour partager son expérience lors de cette rencontre et partant nouer des relations sud-sud pour renforcer le secteur industriel de la santé, selon les organisateurs. Comme annoncé en titre, après plusieurs mois d'attente, les élèves admis au DEF 2023 ont connu ce samedi leur établissement d'accueil. Mais cette année, de nombreux établissements secondaires privés situés à proximité des établissements publics ont été mis de côté quant à la réception d'élèves. Soumaïla Fane nous explique pourquoi.
Depuis leur admission au DF le 24 juin dernier, les 74 375 admis attendaient avec impatience leur orientation dans les lycées et centres professionnels. Chose faite ce samedi 28 octobre avec la publication de cette décision. Mais le constat reste amer au niveau de plusieurs établissements secondaires privés qui n'ont reçu aucun élève. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que ça ne va pas beaucoup. Ça ne va pas pourquoi? Parce que si nous essayons de regarder toutes les écoles qui sont proches des écoles publiques, pratiquement ils n'ont pas reçu des élèves. Parce que nous avons compris, chaque année, les écoles publiques envoient des quotas au niveau de la CPS. Et donc quand il y a des résultats, d'abord l'État priorise ces écoles publiques. Donc après avoir priorisé ces écoles publiques, le reste de l'effectif, ils partagent ça entre les lycées ou les centres de formation. Donc nous-mêmes, quand nous essayons de voir de façon générale, dans notre zone, il n'y a pas une école privée qui a reçu des élèves parce qu'ils ont donné la totalité à des écoles publiques qui sont à côté de nous cette année. Au dire de ce directeur d'école, cette situation qui défavorise ces nombreux établissements privés met à mal leur fonctionnement et programme leur mort à petit feu. L'État aussi sait très bien qu'il y a un partenariat déjà entre nous, je vais dire les écoles privées et l'État, parce que chaque année, ils envoient des élèves chez nous. Et si nous essayons même de regarder l'année passée, ceux qui n'ont pas reçu des élèves, cette année aussi, ils n'ont pas reçu des élèves, ça veut dire que c'est des écoles qui sont appelées à disparaître des jours à venir. Donc, ce que moi je peux dire à l'État et ce que je peux dire à notre ministre tutelle même, de regarder, je sais qu'ils vont faire sortir des lettres de cadrage, de penser beaucoup aux écoles qui n'ont pas reçu des élèves à l'orientation pour leur donner d'autres facilités à recevoir des transferts. C'est important. À Sikasso, selon le président de l'association des écoles privées, aucun établissement privé de la ville n'a reçu d'élèves cette année, excepté les écoles franco-arabes. À noter que depuis quelques années déjà, la politique de l'État par rapport aux orientations des élèves admis au DF est de prioriser les établissements publics pour minimiser les dépenses de l'État. Enseignement toujours. Dans le cadre de la célébration des 33 ans de l'Association des élèves et étudiants du Mali, le Cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM a animé une conférence débat sur le thème « L'AEM, 33 ans après, quel héritage et perspective pour l'école malienne ?» C'est ce 28 octobre que la rencontre s'est tenue à la Pyramide du Souvenir. Reportage Boubacar Mega. Le thème de la conférence débat, l'AEM 33 ans après, quel héritage et perspective pour l'école malienne, a permis aux anciens de ce mouvement syndical estudiantin de débattre des maux qui minent le système éducatif malien. Et nous avons vu nos camarades, d'abord qui ne se soucient plus de l'école. Les aînés m'excusent, aujourd'hui on le dit, notre honte à tous, c'est quoi? C'est l'école. Il n'y a plus d'école. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de savoir. S'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de production intellectuelle et il n'y a pas de développement. L'école, on vit quoi aujourd'hui sur la colline? C'est la violence, c'est la mort au quotidien, c'est l'humiliation. C'est des dirigeants de l'AEM qui se battent avec des couteaux, des coupes-coupes pour être membres. Pourquoi? Simplement de la première année à la quatrième année, passer aux examens, parfois sans même se présenter. Ensuite, la corruption, elle est à tous les niveaux. Il faut que les anciens de l'AEM se battent et qu'on se donne le temps de rencontrer aussi nos petits frères pour échanger avec eux. Cette conférence a réuni notamment les anciens membres de l'AEM, des enseignants, des étudiants et des responsables éducatifs pour échanger sur les problèmes majeurs de l'association et faire des recommandations. Nous invitons les responsables de l'AEM d'aujourd'hui d'être exemplaires et de lutter contre les fléaux de la délinquance juvénile et de la violence qui ne sont pas propres au milieu scolaire ni estudiantin, mais dont ils sont responsables que dans l'espace scolaire. Nous sommes de ceux-là qui pensent que nous avons le devoir de soigner notre société et avec elle, notre école. Les responsables du cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AEM
ont rappelé que l'AEM a eu plusieurs acquis à sa cause, à savoir son rôle dans l'émancipation des étudiants maliens, les perspectives d'amélioration de l'éducation. Ils urgent selon eux d'avoir également de meilleurs financements afin d'engager des réformes du système éducatif, surtout que l'éducation demeure une priorité pour tous. Au Sénégal, hier 27 octobre, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête après la publication sur les réseaux sociaux d'un document, une lettre du directeur de l'administration territoriale adressée au garde des Sceaux, l'alertant sur la dégradation de la santé d'Ousmane Sonko, figure majeure de l'opposition. Explication de Boubacar, explication d'Ibrahim Babi. Dans son communiqué, le maître des poursuites évoque la violation des droits du détenu Ousmane Sonko avec le dévoilement d'une partie de son dossier médical, notamment les diagnostics du médecin traitant qui le suit à l'hôpital principal de Dakar. Il a été relevé la diffusion sur des supports de communication d'une correspondance administrative et interne émanant de la direction de l'administration pénitentiaire et adressée à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Outre la violation des droits du détenu, ces faits d'une particulière gravité constituent toute une panoplie d'infractions relatives à la diffusion de données à caractère personnel, indique le procureur de la République Abou Karim Diop dans un communiqué. L'enquête lancée par le procureur de la République va permettre d'identifier l'ensemble des personnes en cause dans la divulgation sur les réseaux sociaux de la correspondance adressée au garde des Sceaux. Face à cette situation, le procureur de la République a ordonné immédiatement l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toute personne impliquée afin d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre, poursuit le parquet. Le collectif des avocats d'Ousmane Sonko a lancé un rappel à l'ordre à l'État du Sénégal sur l'obligation de protéger la vie et la santé d'Ousmane Sonko au détriment d'une protection de ses données ayant fuité le jeudi 26 octobre 2023, impliquant ainsi des poursuites judiciaires contre les personnes concernées, a-t-on appris via un communiqué rendu public hier vendredi. Le collectif demande plutôt à l'État de tirer les conséquences de la situation sanitaire extrêmement grave et préoccupante de M. Ousmane Sonko. Le collectif de défense rappelle à l'État son obligation de protéger la vie et la santé des personnes privées de liberté et en particulier M. Ousmane Sonko, dont la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, ce qui est connu des autorités exécutives et judiciaires. Depuis plusieurs jours, les avocats d'Ousmane Sonko ne cessent d'alerter la dégradation accrue de son état de santé. En début de semaine, le coordinateur du pôle d'avocats d'Ousmane Sonko confirmait dans un communiqué que le leader de PASTEF était entré dans le coma après avoir repris sa grève de la faim. Culture avant de nous quitter, le rite soixantenaire d'Ogon, connu sous le nom de Sigui, obtient une place bien méritée dans le patrimoine culturel national suite à la décision du Conseil des ministres datée du mercredi 25 octobre 2023. Le projet de décret officialisant cette reconnaissance a été adopté, une étape cruciale visant à préserver ses valeurs historiques et socioculturelles. Suivez. Dans la cosmogonie d'Ogon, l'environnement occupe une place assez importante pour signifier le lien entre la terre et le ciel. Les masques d'Ogon représentent la partie visible de cette expression culturelle. Ces derniers sont représentés pour la plupart par des animaux et des personnages pour signifier la notion d'écologie et d'écosystème. Le Sigui est un événement majeur qui marque une étape importante dans la vie de la société et de celle de l'individu. Cette célébration donne lieu à des manifestations artistiques, culturelles et cultuelles grandioses à travers toute la contrée des falaises de Bandiagara. Ce classement offre de nombreux avantages, dont la protection contre l'aliénation, la transformation, voire la disparition du Sigui. Il contribuera également à l'éducation des jeunes générations, favorisant ainsi la transmission des connaissances liées aux cérémonies commémoratives de ces rites ancestrales. Des bâtiments et des objets culturels ont été perdus, ce qui a entraîné la détérioration des pratiques et traditions culturelles des groupes Dogon, Peul,
Bozo, Bambara et Sonrai, a déclaré l'UNESCO dans un communiqué. Pour le président du conseil local de la jeunesse de Bankas, Mamoudou Guindo, si la culture n'est pas seulement trop souvent victime de conflits armés prolongés, elle est aussi une source essentielle de résilience et un fondement important pour la consolidation de la paix. Selon lui, l'inscription du Sigui au patrimoine culturel national est un moyen de recoudre le tissu social, de renforcer le dialogue, la paix, la cohésion sociale et de promouvoir le vivre ensemble au sein de la communauté Dogon. Une démarche salutaire qui contribuera à préserver et à partager cette riche tradition culturelle avec les générations futures. La dernière édition du Sigui a eu lieu en 1967 et la prochaine édition est prévue en 2027. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité.